Je ne m'attendais pas à l'enveloppe. Pas après tout, pas après le départ froid, le claquement final de la porte, le message vocal qui se terminait par « ne m'appelle plus ». Mais il était là, parfaitement perché sur le bord du comptoir de ma cuisine, comme si sa place était là, comme s'il n'avait pas juste fait un trou dans le dernier fil de paix que j'avais réussi à recoudre. C'était d'un blanc éclatant avec des bordures dorées qui captaient la lumière du soleil. Mon nom m'a répondu avec une calligraphie parfaite, Julian Rivers. Pas d'adresse de retour, pas de note personnelle, juste un itinéraire vers une chapelle viticole, nichée à 1 heure de la ville et 1 heure, samedi 15 heures. Je l'ai regardé plus longtemps que j'aurais dû, me demandant si c'était une erreur ou quelque chose de plus sombre. Était-ce un avertissement, un geste de pouvoir, une invitation à l'humiliation déguisée en politesse? Une partie de moi voulait croire que c'était accidentel, que peut-être que quelqu'un l'avait envoyé à son insu. Mais au fond, je savais mieux. Camille n'a jamais rien fait par accident. Elle était délibérée avec chaque mot, chaque silence, chaque acte de disparition. Nova, ma fille de 17 ans, a trouvé l'enveloppe avant que je puisse la cacher. Elle le ramassa doucement, comme si c'était un morceau de verre avec une histoire à l'intérieur. Ses yeux se tournèrent vers les miens, calmes et doux. « Tu y vas » a-t-elle demandé. Il n'y avait aucun sarcasme dans son ton, pas d'accusation, juste une question. Quand je n'avais pas trouvé comment répondre, je ne sais pas, je lui ai dit et j'ai admis qu'une partie de moi voulait brûler l'invitation. Une autre partie voulait se rendre directement à ce vignoble et se tenir à l'arrière, sans être vue, juste pour me le rappeler. Elle n'a pas pu m'effacer. Mais surtout, j'ai ressenti quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, la lente et croissante douleur de vouloir fermer un chapitre qui n'était jamais vraiment terminé. J'ai passé la journée suivante à faire semblant d'avoir quelque chose de mieux à faire, à réparer la porte du placard de la cuisine qui n'était jamais tout à fait alignée, à réorganiser le tiroir à outils, à plier le même linge 2 fois, mais l'enveloppe est restée. Il se trouvait comme un défi au milieu de ma nature morte, me piquant à chaque fois que je passais devant. Vendredi soir, j'avais préparé un costume anthracite au cas où je ne dormirais pas beaucoup. Mon esprit revoyait tout, la façon dont elle se tordait les cheveux quand elle était nerveuse, le péché de sa lotion au jasmin préféré, le silence qui s'étendait entre nous comme un pare-brise fissuré, s'agrandissant lentement jusqu'au jour où tout se brise. Pas de combat, pas de trahison. Je pourrais juste nommer une absence. Je ne pourrais jamais expliquer à Nova sans paraître amer ou pathétique. Samedi est venu gris et calme. Je me suis douché, je me suis rasé, j'ai enfilé le costume. Nova regardait depuis le couloir, les bras croisés, silencieuse. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle n'a pas dit d'y aller non plus. Mais alors que j'attrapais mes clés, elle s'est approchée et m'a remis un mot plié pour après. Elle a dit « pas avant ». J'ai hoché la tête, je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste et j'ai démarré. Le vignoble était magnifique. Bien sûr, Camille avait du goût et elle l'a toujours fait. La route serpentait à travers des champs verts et dorés, se terminant par un chemin pavé qui menait à une chapelle enveloppée de lierre et de roses blanches. Je me suis garé loin de l'entrée principale, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré comme si j'y appartenais. La musique était douce, les cordes classiques bougeaient dans l'air comme de la soie, les invités se mêlaient dans une élégance feutrée, les flûtes de champagne à la main, les rires cachés derrière des sourires polis. Personne ne m'a remarqué et je préférais ça. J'ai trouvé un siège au fond, près du mur, où les ombres se sentaient en sécurité, le genre de sécurité qui vient du fait de savoir que personne ne t'attend. Elle est arrivée exactement à l'heure. Camille était ivoire, pas blanche, mais assez proche. Son voile flottait autour d'elle comme de la fumée. Elle sourit à quelqu'un au premier rang, probablement sa mère. Puis elle a tendu la main à Julian Mercé, l'homme pour qui elle m'a quitté. Je ne l'avais vu qu'une seule fois auparavant, à travers une photo granuleuse que Nova avait trouvée en ligne. En personne, il ressemblait à une couverture de magazine, animé, poli, soigné, confiant. De cette manière inébranlable et expérimentée, il enroula son bras autour de la taille de Camille comme si elle était un trophée qu'il avait gagné et peut-être qu'elle l'était pour certaines personnes. L'amour, juste une autre façon de gagner. Je n'ai pas bronché, je ne suis pas parti. Je suis resté, non pas parce que je tenais à eux, mais parce que je tenais à moi. Pour une fois. Je n'étais pas là pour être remarqué. Je n'étais pas là pour perturber. J'étais là pour récupérer quelque chose que j'avais perdu le jour où elle est partie et à laisser le récit à moitié terminé. J'avais passé trop de temps à laisser les autres raconter mon histoire, trop de temps à me taire, parce que c'est ce que font les hommes polis.
Mais les hommes polis sont oubliés et j'avais fini d'être oublié. La cérémonie s'est déroulée comme une chanson dont vous ne connaissez pas les paroles mais faites comme si vous les connaissiez. J'ai regardé tranquillement pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. Sa voix était douce. Le sien n'a frémi qu'une seule fois lorsqu'elle a dit « pour toujours ». Et puis ils se sont embrassés et la salle a éclaté sous les applaudissements et je me suis assis dans mon siège d'angle, m'applaudissant doucement alors que la foule sortait pour la réception. J'ai sorti le billet de ma poche. L'écriture de Nova était nette, inclinée, légèrement droite. Juste une phrase, « Tiens-toi droit, papa. Tu n'es jamais celui qui est parti. » Ma poitrine se serra, non pas de douleur, mais de quelque chose d'autre, de plus léger. J'ai plié le mot, je l'ai remis dans ma veste et je me suis dirigé vers la réception, non pas comme l'homme qu'elle avait laissé derrière elle, mais comme l'homme qui était resté debout. La première chose que j'ai remarquée, c'est la musique, trop parfaite, trop soignée, comme si la playlist avait été conçue pour impressionner un panel imaginaire de critiques de mariage d'élite. Un quatuor à cordes jouait une chanson pop instrumentale que je ne pouvais pas nommer, et les escaliers en marbre brillaient comme s'ils avaient été nettoyés par des anges. Les gens bougeaient comme s'ils étaient filmés, dos droit, faux sourire, rire doux s'élevant comme une brume sous un lustre qui coûtait plus cher que mon ancien camion. Je suis resté à l'arrière, pas de carte de table, pas de salutation, personne ne se précipitant pour nous faire un câlin. Content que tu sois venu, juste moi, un homme en costume bien ajusté, niché dans l'ombre d'une célébration à laquelle je n'étais pas censé participer. C'était bien. Je ne suis pas venu ici pour être vu. Je suis venu parce que j'avais besoin d'être témoin de tout le poids de ce qu'elle a choisi. Je voulais voir le monde qu'elle avait construit sans moi et me demander honnêtement s'il était meilleur, plus propre, plus heureux. Elle a toujours dit qu'elle avait besoin d'espace, d'un avenir qui ne lui donnait pas l'impression de porter le chagrin de quelqu'un d'autre. Je suppose. Elle l'a trouvé dans les lustres, les tours à champagne et un marié qui ressemblait à une version raffinée de tout. Je ne l'étais pas et puis je l'ai vu, Julien Mercé. On aurait dit qu'il sortait d'une publicité pour une montre de luxe. Son smoking était taillé avec le genre de précision que la plupart des gens ne remarqueraient pas s'ils ne vivaient pas en costume. Son sourire impeccable, pas chaleureux, pas réel, mais parfait, le genre de sourire qui disait qu'il connaissait toujours les bons mots, la bonne fourchette à utiliser au dîner, le bon mensonge à dire sans cligner des yeux. Il posa sa main sur le bas du dos de Camille avec l'aisance de quelqu'un qui aurait pratiqué ce geste devant le miroir. Possession masquée en affection, et Camille, elle, s'y pencha. Elle a souri pour les caméras, pour les invités, pour les moments organisés qu'il transformerait probablement en diaporama lors du brunch de lune de miel. J'ai regardé la façon dont ses doigts s'enroulaient autour des siens. Je me suis souvenu de l'époque où ses doigts se tordaient dans mes cheveux pendant que je lisais des histoires de Nova au coucher. Je me suis souvenu de la courbe de sa bouche lorsqu'elle murmurait mon nom comme si c'était une prière pendant des nuits blanches, et je me suis souvenu de la façon dont tout s'est calmé. La nuit où elle a arrêté de m'appeler amour. Le matin, je l'ai trouvée à moitié vide dans son placard et la note collée sur le réfrigérateur qui disait « Je ne peux plus être ce que tu veux que je sois ». Je n'étais pas en colère qu'une partie de moi soit morte quelque part entre le récital de 4e année de Nova et le jour où les papiers de divorce sont arrivés et signés, avec le post-it de son avocat indiquant que des révisions mineures étaient en cours. Je n'étais pas en colère. Maintenant, j'étais conscient d'autre chose, conscient de combien je m'étais fait petit pour maintenir la paix, à quel point j'étais devenu silencieux, essayant de ne pas paraître amer, à quel point j'avais appris à être invisible dans des pièces où ma douleur mettait les autres mal à l'aise. Julian a fait une blague, à propos du ministre qui prononçait mal son nom de famille. Les invités ont ri. Camille a ri aussi, inclinant la tête juste assez pour montrer les boucles d'oreilles que je lui avais offertes pour notre 7e anniversaire. Elle a dit qu'il lui rappelait les étoiles. Je suppose qu'ils l'ont toujours fait. Elle était toujours douée pour conserver de jolies choses sans se rappeler d'où elle venait. Mon verre est resté intact. Je ne voulais pas perdre en clarté. J'avais besoin de ressentir chaque centimètre de ce moment, les serviettes en soie, le léger parfum de lilas dans l'air, le tintement des verres qui me semblaient trop répétés. J'ai tout regardé comme un fantôme, scrutant un monde qui lentait. Et pourtant j'étais toujours là, respirant, regardant, immobile pendant que l'orchestre de sa nouvelle vie jouait sans la moindre erreur de note. Camille n'a jamais regardé dans ma direction, pas une seule fois. Cela m'a tout dit, soit elle ne savait pas que je venais, soit, pire, elle le savait et a choisi de ne pas le reconnaître. Cela a toujours été son arme la plus tranchante, l'indifférence. Quand elle ne criait pas, quand elle ne pleurait pas, quand elle décidait simplement que je n'existais plus,
cela était plus profond que n'importe quelle insulte. Mais je n'étais pas là pour sa reconnaissance. Je n'étais pas là pour la reconquérir ou pour faire une scène. J'étais ici pour enfin comprendre l'homme pour qui elle m'a quitté, et je l'ai fait. En 10 minutes de observation, j'ai compris exactement ce qu'il proposait, ces lignes épurées, pas de désordre, pas de chagrin, pas d'histoire de versements hypothécaires manqués ou de nuits passées à pleurer doucement pour que votre enfant n'entende pas. Il ressemblait à une solution. Et parfois les gens choisissent la solution la plus propre, même si cela leur coûte quelque chose de réel. Camille ne voulait pas porter un homme qui boitait encore à cause de la perte de son frère, qui travaillait double pour maintenir le toit stable, qui oubliait les anniversaires parce qu'il essayait de ne pas s'effondrer sous la pression. Elle ne voulait pas de chagrin, elle voulait du brillant. Je ne pouvais pas la détester pour ça, mais je ne me mentirais pas non plus sur ce que c'était. Les discours ont commencé l'un par sa sœur, tous des blagues intérieures et des histoires d'enfance partagées dont je n'ai jamais fait partie, remportées par la colocataire de Julien à l'université, dégoulinantes d'éloges à moitié sincères. Et tout au long de cela, Camille rayonnait comme une royauté. Elle avait réécrit son récit et s'était présentée comme l'héroïne qui avait trouvé le bonheur après un chagrin d'amour. Et moi, j'étais une note de bas de page. Elle a édité jusqu'à Nova. Elle entra alors dans la pièce pas bruyante, pas voyante, un uniforme de serveuse, un plateau de flûte à champagne, ses cheveux repliés sous une casquette noire. Personne ne l'a remarqué au début, juste un autre corps se fondant dans la machine à événements. Mais je connaissais cette démarche, cette posture, cette étincelle dans ses yeux. Je me suis figé. Que faisait-elle ici? Elle croisa mon regard bref, électrique. Puis elle s'est détournée et s'est dirigée vers la table d'honneur et soudain, j'ai su que l'histoire n'avait pas fini de s'écrire. Quelque chose arrivait. Tout s'était déroulé selon leur plan, une image impeccable, soignée, parfaite. Jusqu'à ce que le dîner soit terminé, les lumières se sont légèrement atténuées, projetant une lueur douce et coûteuse sur la pièce. Les serveurs emportaient les dernières assiettes, tandis que les gens se penchaient pour des conversations tranquilles, les verres remplis de champagne. Le pianiste est passé à une douce reprise instrumentale de quelque chose de familier, quelque chose qui avait probablement été tendance sur la playlist de mariage il y a un an. Tout était fluide, comme Camille aimait sa vie maintenant, pas de bords irréguliers, pas de marées imprévisibles. Puis Julien se leva. Il a pris le micro avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le moment lui appartenait. Il le tenait d'une main, l'autre paresseusement autour des épaules de Camille. Son sourire narquois était simple, raffiné, répété. Je l'observais attentivement depuis le fond de la pièce, aussi rétréci mais calme. Je n'étais pas là pour faire une scène, mais je n'étais pas là non plus pour faire semblant. Je veux juste remercier tout le monde d'être venu. Commença-t-il d'une voix douce, comme une présentation d'entreprise. Camille et moi sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous qui a cru en nous. La foule murmurait avec appréciation, les verres tintaient, les caméras cliquetaient. Quand j'ai rencontré Camille, Julien a continué son ton en changeant légèrement. Elle se remettait de lui. Il ne m'a pas regardé, mais vu la façon dont il l'a dit, il n'en avait pas besoin. Tout le monde connaissait un homme brisé. A-t-il ajouté, comme s'il s'agissait simplement d'un autre point sur une diapositive PowerPoint. Je l'ai aidé à se retrouver. J'ai gardé son rire, corsé, fort, trop fort, celui qui éclate quand les gens ne savent pas comment réagir autrement, quand quelqu'un dit quelque chose de trop cruel pour être vrai, alors ils font comme si c'était juste une blague. Son père applaudit, lentement et fier. Sa mère s'est tamponnée les yeux. Et Camille? Elle a souri, elle a vraiment souri. Je n'ai pas bougé, pas sous le choc, ni même par honte. J'étais assis là alors que chaque souvenir brûlait dans ma poitrine comme une traînée de poudre. Tard le soir, je faisais les 100 pas dans la cuisine pour essayer de comprendre comment lui dire que l'entreprise était en faillite, je pleurais dans la voiture pour que Nova ne voie pas apprendre à tresser les cheveux à partir de vidéos YouTube. Parce que Camille ne voulait pas se réveiller tôt en écoutant Nova lire des livres à haute voix pendant que je préparais le dîner sur un seul brûleur en état de marche. Je n'étais pas brisé. J'étais fatigué. J'étais en deuil. Je tenais le poids d'une famille par les coutures et implorais silencieusement juste un peu de patience. Mais Camille ne voulait pas attendre la guérison, elle voulait s'évader et elle l'a trouvée. Julien a levé son verre à une seconde chance. Dit-il haut et fort, souriant comme un homme qui a cru. Il a offert un moment de triomphe à un nouveau départ. Et puis, juste au moment où les gens commençaient à lever leur flûte, le son retentit. Pas un fracas, pas un cri,
juste le léger claquement des talons sur le marbre, lent, mesuré, chaque pas résonnant un peu plus fort que le précédent, le genre de silence qui suit quelque chose de réel, coupant dans un monde construit sur la présentation. Une serveuse s'est déplacée au centre de la pièce. Son tablier sombre pendait un peu de travers. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle abaissait son plateau jusqu'à la table la plus proche. Puis elle leva la main, ôta sa casquette et laissa tomber ses cheveux. « Nova, ma fille. » Mon souffle s'est coupé. Elle les regardait droit vers eux, vers Camille, vers Julien, vers les gens qui riaient, applaudissaient et portaient un toast à mon effacement. Son visage était rouge mais ses yeux étaient d'acier absolu. « Je suis sa fille, dit-elle d'une voix forte malgré les aigus. Je savais qu'elle se battait et j'ai quelque chose à dire. La pièce s'est figée comme ça. Fourchette en l'air, bulle montant dans un champagne intact. Un verre a glissé des doigts de quelqu'un et s'est brisé sur le sol, mais personne n'a baissé les yeux. Nova continue, tu te moques d'un homme qui a tout abandonné pour m'élever quand ma mère est partie, un homme qui travaillait de nuit juste pour que je ne ressente pas l'absence. Qui s'est présenté à chaque récital, à chaque expo-science, à chaque genou écorché et à chaque cauchemar. Qui m'a appris à conduire dans un parking avec la queue cassée, léger et toujours applaudi comme si j'avais gagné un trophée. Julien cligna des yeux, confus, visiblement déstabilisé. Le visage de Camille se contracta, pas un tressaillement, pas tout à fait, mais le masque qu'elle portait commença à se fissurer. La voix de Nova hésita une fois, mais elle se reprit. Ses mots suivants devinrent plus clairs, plus forts. Alors tu le traites de brisé. Je suppose que j'ai été élevé par l'homme brisé le plus fort du monde et que je recommencerai. Le silence enveloppait la pièce comme un étau. Les téléphones étaient baissés, les invités se regardaient nerveusement. Personne n'a bougé. Je me sentais figé, non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que je ne le méritais pas, du moins pas à ce moment-là. Je ne savais pas qu'elle travaillait ce soir, je ne savais pas qu'elle avait prévu ça, mais je savais que tout en moi voulait aller vers elle pour lui tenir la main et lui rappeler que je n'avais jamais eu besoin qu'elle se batte pour moi. Mais bon Dieu, est-ce que ça ressemblait à une rédemption de la laisser faire de toute façon? Le regard de Nova ne quittait jamais celui de Camille. Tu l'as quitté, dit-elle simplement, et peut-être que c'était ton choix, mais n'ose pas laisser le monde penser que tu as laissé un échec, que tu as quitté un père. Elle s'est éloignée après cela, sans sortie dramatique, elle est simplement devenue calme et a franchi les mêmes doubles portes par lesquelles elle était entrée. Le seul bruit était celui de ses talons et le léger bourdonnement d'un quatuor à cordes abasourdi. Trop choqué pour arrêter de jouer. Et je suis resté assis là, les yeux mouillés, les mains serrées, le cœur battant, pas de tristesse, mais de fierté. Ma fille, la tempête tranquille que j'avais soulevée venait de reprendre le récit. Ils m'ont volé et l'histoire ne leur appartenait plus. Pendant un moment, fracturé, personne ne savait comment réagir. C'était comme si toute la pièce expirait et oubliait à nouveau comment respirer. Les fourches planaient dans les airs, suspendues, incrédules. Quelqu'un dans le coin le plus éloigné murmura quelque chose, mais c'était trop doux pour apaiser la tension. Je n'ai pas bougé. Mon corps ne me le permettait pas. Nova se tenait là, au centre, toutes épaules nues, mains carrées, tremblantes mais suffisamment stables. Les yeux fixés sur Camille comme si elle n'avait pas 17 ans, comme si elle avait attendu ce moment précis pendant des années et qu'elle n'en perdrait pas une seule seconde. L'éclairage attira ses cheveux alors qu'ils se détachaient de son chignon serré. Une mèche s'accrochait à sa joue et elle ne prit pas la peine de la repousser. Elle n'en avait pas besoin. Ses paroles tenaient la pièce plus serrée que n'importe quelle danse chorégraphiée ou n'importe quel toast poli n'aurait pu l'avoir. Sa voix était claire, ni colérique, ni aiguë, juste certaine, le genre de certitude que les gens n'obtiennent que lorsqu'ils ont vécu trop de vérité pour avoir peur du silence qui suit. Le tuerie, répéta-t-elle, plus doucement cette fois, comme pour défier quiconque de continuer. Et un homme qui a tout abandonné pour moi, qui a fait des heures supplémentaires pour nettoyer les bureaux alors que la plupart d'entre vous dormaient juste pour que je puisse avoir des fournitures scolaires et des repas chauds. Un homme qui m'a tressé les cheveux avec les doigts craquelés à 6 heures du matin parce qu'il était trop fatigué la veille mais ne voulait toujours pas que j'aille à l'école en désordre. Le sourire de Camille avait complètement disparu, sa main était tombée du bras de Julien. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, mais il n'y avait pas de mots, juste le calme stupéfait de quelqu'un réalisant que l'histoire qu'il racontait s'effondrait maintenant sous le poids de la vérité. Julien s'est finalement penché en avant, incertain, Nova, ce n'est pas vraiment ça.
Elle l'a coupé d'un regard alors que je connaissais trop bien le même qu'elle m'a donné quand elle rentrait de l'école en 5e année et m'a dit que quelqu'un l'avait traité de pauvre parce que ses chaussures n'étaient pas neuves, ce feu derrière ses yeux, cette glace sous la surface, elle tenait tout maintenant brûlant avec retenue. Tu l'appelles cassé? Dit-elle. Plus ferme, dépassant maintenant du creux de sa poitrine. Puis j'ai été élevé par l'homme brisé le plus fort du monde. Et si être brisé signifie se présenter tous les jours, donner sans attendre de remerciements et survivre à ce que l'on a fui, alors j'espère que je serai tout aussi brisé un jour. Le gaz qui a suivi était collectif, réel. J'ai entendu le téléphone de quelqu'un toucher la table, j'ai entendu quelqu'un d'autre dire « Oh, mon Dieu », comme une confession, et moi j'ai senti le sol bouger, pas littéralement, mais à l'intérieur. Quelque chose s'est brisé, quelque chose qui était resté trop longtemps enfermé dans ma poitrine. Des années de silence, de recul, d'essayer de ne pas dire du mal de Camille devant Nova, parce que je ne voulais pas l'empoisonner de mon amertume. Et là, elle disait la vérité que je n'avais jamais osé dire. La main de Nova ne tremblait plus que légèrement tandis qu'elle continuait, vous pensez tous le connaître parce qu'elle vous a raconté une version qui la faisait bien paraître. C'est le problème des histoires, elles sont faciles à déformer quand l'autre personne reste silencieuse. Camille ouvrit la bouche, peut-être pour s'excuser, peut-être pour nier, mais Nova ne lui laissa pas l'espace. Tu n'as pas demandé. A-t-elle crié. Tu n'as pas posé de questions sur les nuits où j'ai pleuré pour lui quand tu n'étais pas là. Vous ne lui avez pas demandé ce que ça faisait de le voir étaler 2 chèques de paix sur 3 bouches. Tu ne m'as pas demandé à quel point il essayait de me protéger de la douleur que tu laissais derrière toi. Vous avez aimé la version de l'histoire où il était le méchant. Cela vous faisait vous sentir propre. J'ai vu la façade de Camille se fissurer en temps réel. Les épaules droites s'affaissaient, ses lèvres soigneusement alignées se contractèrent au début d'une explication, mais aucun son ne sortit. Julien détourna le regard, les doigts enroulés autour du pied de son verre à vin intact, ne sachant pas s'il devait la consoler ou s'éloigner de l'épave. Les invités bougeaient maintenant sur leur siège. Les gens qui avaient ri quelques instants plus tôt regardaient désormais le sol, ou leurs mains ou leurs assiettes vides. Certains buvaient des gorgées d'eau, d'autres ne pouvaient se résoudre à me regarder ni à elle. Nova n'a pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus frappé. Elle ne pleurait pas parce que ce n'était pas de la tristesse, c'était une récupération. Elle se tourna alors lentement vers moi. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler, elle laissa ses yeux s'adoucir. Elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose de sacré, pas brisé, pas endommagé, juste digne. J'ai senti ma gorge se serrer. Je voulais parler pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais je n'ai réussi qu'à hocher la tête, juste assez pour qu'elle voie que je l'entendais, que je sentais chaque syllabe dans mes os. Puis elle se tourna vers la foule et dit simplement, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas de fioriture dramatique, pas de marche dans la tempête. Elle remit sa casquette sur sa tête, ajusta son tablier et sortit de la lumière comme un fantôme se retirant dans l'ombre. Et juste comme ça. La salle exhala à nouveau, inégale, maladroite. Personne n'applaudit, personne n'osa. Camille s'assit lentement comme quelqu'un qui venait de recevoir une version différente de son propre mariage qu'elle n'avait pas eue. J'ai répété pour. Julien a touché son épaule, mais elle l'a haussé et moi. Je me suis levé, pas en signe de protestation, pas en triomphe, juste en admiration devant la fille. J'ai soulevé la fille qui a pris tout mon silence et l'ai transformé en une voix assez forte pour secouer une pièce entière. J'ai marché lentement vers le centre, la musique n'avait pas repris, personne n'a fait un geste pour m'arrêter. Nova avait je me suis levé quelques instants plus tôt, je n'ai pas parlé, je me suis juste retourné, j'ai trouvé sa silhouette en retrait au loin et j'ai murmuré si doucement. J'espère qu'elle pourrait le sentir même sans entendre. Merci, car en un instant, devant des inconnus et des fantômes, elle ne m'a pas seulement offensé, elle m'a insupporté. Julien a essayé de sauver le moment. Il s'éclaircit la gorge et attrapa à nouveau le microphone, mais les dégâts avaient déjà envahi la surface brillante de leur fantasme. La foule ne riait plus. Le quatuor à cordes était devenu silencieux, leurs archets planant maladroitement dans les airs. Camille se leva lentement, les 2 mains posées sur la table, comme si le sol sous elle avait bougé. Sa voix était plus fine que dans mes souvenirs, tendue sur quelque chose de fragile. C'est mon mariage, dit-elle en serrant les dents, comme si elle pouvait encore contrôler le tout par sa seule volonté. Mais Nova ne reculait pas, elle ne tremblait pas, elle ne bégayait pas, elle regarda directement Camille, son menton soulevant légèrement sa voix. Même alors. Tu n'aurais pas dû l'utiliser pour humilier quelqu'un qui m'a élevé.
Ces mots claquèrent comme un fouet dans le silence. Julien bougea sur son siège, visiblement mal à l'aise. Maintenant, sa posture parfaite vacillait. Il regarda tour à tour Camille et la foule, essayant d'évaluer à quel point cela était récupérable. Sa confiance avait glissé juste assez pour révéler la performance en dessous. Camille se tourna vers Nova, l'air confus, presque enfantin dans son incrédulité. « Je ne savais pas qu'il était là », insista-t-elle, sa voix plus forte maintenant, plus défensive que blessée. « Je ne savais même pas que tu travaillais ce soir. » Les yeux de Nova se plissèrent. « C'est ça le problème. Tu n'as pas demandé. Vous ne pensiez pas aimer la version de l'histoire où il était le méchant. Cela vous faisait vous sentir propre. » Camille tressaillit. Je pouvais voir les mots la frapper comme du sel sur une blessure ouverte. Tout le contrôle qu'elle pensait avoir, le récit soigné qu'elle avait passé des années à cultiver, s'effondrait en temps réel. Les invités bougeaient inconfortablement. Certains évitaient le contact visuel, d'autres regardaient avec une curiosité ouverte, attirés par le dénouement. De la même manière, les gens ont ralenti lors d'un accident de voiture. Personne n'a bougé pour la défendre, ni son père, ni son nouveau mari, ni même ses amis. Je n'avais vu Camille pleurer que quelques fois au cours de notre mariage. Elle ne croyait pas à l'émotion du public. C'était toujours à huis clos, toujours surveillé, calculé. Maintenant, son mascara maculé sous ses yeux, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait répondre, mais rien ne venait, juste des respirations superficielles et le tremblement de quelqu'un qui ne contrôlait plus la pièce ni la vérité. Julien se pencha vers elle. Camille, peut-être que nous devrions juste. Elle s'éloigna de lui et c'était subtil mais indubitable, un geste brusque de dissociation, pas de Julien l'homme, peut-être, mais du moment, de l'embarras, de la vague inattendue d'exposition à laquelle elle n'était pas préparée. Nova n'a pas attendu de réponse. Elle se tourna et retourna vers l'autre côté de la pièce, se glissant une fois de plus dans l'arrière-plan, comme si elle n'avait pas déclenché tous les mensonges qui avaient maintenu la mascarade ensemble. Le poids de ses paroles persistait dans l'air, comme une fumée, comme de l'encens, sain, indélébile. Je me suis alors levé. Pendant des années, je m'étais entraîné à être petit avec cette femme. Je m'étais reculé devant elle pour maintenir la paix, pour éviter l'affrontement, pour protéger Nova de la gêne de deux parents qui ne parlaient plus la même langue. Mais maintenant, il n'y avait plus moyen de se cacher. La lumière était déjà sur moi et cette fois je n'ai pas ressenti le besoin de broncher ou de m'excuser. J'ai marché lentement, délibérément jusqu'à l'endroit où se tenait Nova. La foule s'est séparée comme si elle ne savait pas si j'étais censé être là, si j'étais un invité ou un fantôme. J'ai regardé Camille et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vue. Ce n'est clairement pas la femme que j'aimais, ni celle qui m'a brisé le cœur, juste une personne imparfaite, humaine, en train de s'effondrer sous la vérité qu'elle pensait avoir enterrée. Je ne suis pas venu ici pour gâcher quoi que ce soit, dis-je doucement, assez fort pour qu'elle l'entende, mais pas assez fort pour que cela se transforme en spectacle. Je suis venu parce que j'avais besoin de voir ce que tu as construit, et maintenant je l'ai vu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son souffle fut coupé. Mais je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Je me suis retourné et j'ai marché vers le fond de la pièce. Je n'ai pas regardé Julien. Je n'en avais pas besoin. Son silence était plus fort que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu me lancer. Le voile de Camille avait glissé, et derrière ce n'était pas un triomphe majestueux, juste une femme qui jusqu'à présent ne s'était jamais interrogée sur le coup de sa sortie. En arrivant au bord de la pièce, j'ai senti une main se glisser dans la mienne. Nova, elle n'était pas allée loin. Elle attendait, me regardait, se tenait à mes côtés comme personne d'autre ne l'avait fait depuis des années. Je l'ai regardée et elle m'a fait le plus petit signe de tête. Ses doigts serraient les miens, pas forts mais certains, et c'était tout ce dont j'avais besoin pour sentir le changement dans ma poitrine comme si quelque chose s'était réaligné après des années de déplacement. Nous sommes sortis ensemble, côte à côte, et personne ne nous a arrêtés. Pas de demoiselles d'honneur frénétiques chuchotant des excuses, pas de pères exigeant des explications. Pas de Julien qui nous poursuit avec encore des insultes habillées en humour. Juste le bruit de nos pas qui résonne dans le couloir en marbre et dans l'air du soir. Juste nous deux traversant les conséquences avec la tête haute. Pour la première fois depuis des années. Je n'avais pas l'impression d'être une note de bas de page. Je n'étais pas l'ex-mari dans l'ombre ou l'homme avec trop de chagrin et pas assez de finesse. J'étais un père, un survivant, une vérité qui refusait de rester enterrée. Et je n'étais plus seul, plus maintenant.
Alors que nous sortions dans la nuit, le vent s'est légèrement levé. Soulevant le bord de ma veste, j'ai regardé Nova. Elle regardait devant elle, calme, inébranlable, et quand elle parla enfin, sa voix était douce, rien que pour moi. Tu n'es pas invisible, papa, pas pour moi, tu ne l'as jamais été. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais eu besoin des excuses de Camille. J'avais juste besoin de la vérité de ma fille. Nous n'avons rien dit. Alors que nous traversions la cour, la pluie avait commencé, pas une tempête, pas un chaos, juste une douce bruine qui scintillait contre la pierre comme si elle emportait tout jusqu'aux os. Je n'ai pas apporté de parapluie, Nova non plus, mais elle ne s'est pas plainte. Nous avons continué à marcher jusqu'à atteindre le parking en bordure du vignoble. Nos chaussures claquaient en rythme sur le trottoir, le seul bruit derrière nous, à part la pluie et le bourdonnement de murmures lointains. Camille n'est pas sortie tout de suite. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle pleure de façon dramatique, prétendant être incomprise. Mais peut-être même qu'elle savait que le contrôle qu'elle pensait avoir avait désormais disparu. Ou peut-être qu'elle espérait que Julien nous chasserait, dirait quelque chose d'intelligent, prononcerait une dernière ligne pour restaurer l'illusion. Mais ce fut Camille qui finit par apparaître, essoufflée, les talons striés de mascara, claquant furieusement en essayant de la rattraper. Nous a-t-elle interpellé alors que nous approchions de la voiture, sa voix déjà sur la défensive, « Tu ne peux pas gâcher ma journée comme ça. » Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Je n'étais pas intéressé par le théâtre. Nova ne s'est pas arrêtée du tout. Elle ouvrit la porte passager et se glissa à l'intérieur, silencieuse, mais incontestablement ferme dans son silence. Ce silence n'était pas passif, c'était un mur. Je me tournai lentement vers Camille. La pluie tombait sur mes épaules, mon col trempant la laine de mon blazer. Ses cheveux commençaient à friser dans l'air humide, mais elle s'en fichait. Elle avait l'air de s'effondrer en temps réel, non pas par chagrin mais par indignation. « C'était censé être mon mariage, dit-elle d'une voix aiguë. Tu n'avais pas le droit, elle n'avait pas le droit d'entrer là-bas. » Et elle s'interrompit, incapable même de finir la phrase, probablement parce que tout ce qu'elle dirait ensuite devrait expliquer ce qui venait de se passer et que la vérité n'était plus de son côté. La voix de Nova s'éleva de la voiture, calme, ferme, même à travers la vitre. Vous l'avez ruiné au moment où vous l'avez construit sur des mensonges. Camille cligna des yeux, abasourdi par la force tranquille de cette phrase. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots ne vinrent jamais. J'ai fait le tour de la voiture et j'ai ouvert la portière du conducteur. Camille s'est rapprochée, s'attendant peut-être à ce que je discute pour me battre contre le gravier, comme je l'ai fait une fois lors de son départ. Mais je n'avais plus rien à lui donner et elle ne le méritait pas. Tu n'étais pas obligé de m'inviter, dis-je doucement, d'une voix basse, pour qu'elle seule puisse entendre. Mais tu l'as fait, et ensuite tu l'as laissé parler comme si j'étais quelque chose. Tu as gratté ta chaussure. Tu as mis cela en lumière, Camille, pas moi, pas Nova, le visage tordu comme si la vérité avait un goût aigre dans sa bouche. J'attendais la réplique suivante, les excuses qui ne viendraient pas, ou le blâme qu'elle essaierait de rejeter sur Nova, car Camille avait toujours trouvé le moyen de jouer à la victime lorsque les choses lui échappaient. Mais il ne restait plus rien en elle ce soir, juste des yeux qui ne pouvaient pas me regarder directement et des mains qui s'agitaient comme si elle ne savait plus à quoi s'accrocher. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. La pluie frappait le pare-brise comme des doigts tambourinant une lente vérité. Camille recula, réalisant enfin qu'elle se trouvait seule dans un endroit qu'elle avait conçu pour se sentir intouchable. Alors que nous sortions du parking, Nova tendit la main et baissa le feu. Aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Nous laissons simplement le silence faire ce dont il avait besoin pour le laisser respirer, le laisser s'installer. La route serpentait à travers le vignoble, les phares traversant la brume. Je lui ai jeté un bref coup d'œil, me demandant comment elle tenait le coup. Elle regardait droit devant elle, les yeux clairs, la bouche calme. « Ça va ?» ai-je demandé doucement. Elle hocha la tête, « Êtes-vous » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais lui donner quelque chose de réel. Je vais mieux maintenant. J'ai dit, maintenant que je sais que je n'étais pas fou, que je n'inventais pas tout cela dans ma tête. Elle m'a regardé puis son expression s'est adoucie et pendant un instant elle a paru plus jeune qu'elle ne l'était au mariage, comme encore ma petite fille, celle qui s'asseyait sur le canapé et tressait les cheveux de sa poupée pendant que je pliais le linge à côté d'elle. Je me demandais, dit-elle après une pause, si j'étais injuste envers elle, si c'était peut-être moi qui me souvenais de tout cela de travers. Tu ne l'étais pas, dis-je. Vous l'avez vu tel que c'était. Elle nous a quittés.
Murmura-t-elle, pas seulement toi, moi aussi. J'ai tendu la main par-dessus les mains toujours sur le volant et j'ai doucement serré son genou. Ce simple geste en disait plus que toute autre chose. Elle n'avait pas besoin de réconfort, elle avait juste besoin d'être rassurée sur le fait que ses souvenirs étaient valides, que sa blessure était réelle. Alors que nous entrions dans l'allée de notre petite maison en briques, la lumière du porche brillait comme un phare. Oncle Harris était déjà là, appuyé contre sa berline déglinguée, les bras croisés. Il nous a regardés comme s'il savait que quelque chose d'important venait de changer dans le monde. Nous sommes sortis de la voiture. Harris nous a donné un coup d'œil puis a dit avec un demi-sourire, c'était quelque chose. Nova a souri et a hoché la tête, c'était Harris, m'a tapé sur l'épaule et a ouvert la porte d'entrée. Nous sommes entrés à l'intérieur, perdant nos vestes humides et nos chaussures détrempées. La maison sentait le vieux bois et le linge propre. La Nova familière s'est tournée vers moi alors que je raccrochais mon manteau. « Tu ne méritais pas ça, dit-elle doucement, et j'en ai marre de les laisser agir comme tu l'as fait. » Je la regardais sans voix. La pièce était calme, sûre, et dans ce calme, quelque chose s'est détaché de ma poitrine. Nous n'avons rien porté ce soir-là. Nous ne nous sommes pas assis pour ressasser chaque détail. Nous existions simplement côte à côte sous un toit que nous avons tous deux aidé à maintenir. Il n'y avait pas de musique, pas de verre qui tintait, pas de liste d'invités organisée, juste la vérité et la paix dans le début lent et calme de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, être vu. Au matin, tout avait changé, et non d'une manière métaphorique et introspective. Je veux dire tout. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Je l'ai éteint après notre retour à la maison hier soir, non pas par évitement, mais parce que je n'avais pas besoin de faire valoir l'opinion de quelqu'un d'autre dans le calme de ce que Nova venait de faire. Mais quand je l'ai allumé juste après 7 heures, encore à moitié habillé avec les vêtements de la veille, les notifications sont arrivées comme une tempête, Twitter, Instagram, TikTok, messages vocaux. Messages provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Le monde numérique a explosé du jour au lendemain et nous en étions au centre. La vidéo était là, la voix de Nova, ses paroles, ce moment de calme impossible dans une pièce pleine de mensonges organisés, filmés sous 3 angles différents par des invités qui ne savaient pas ce qu'ils capturaient. Une vidéo a commencé avec le discours de Julian, une autre a commencé juste au moment où Nova enlevait sa casquette, mais toutes se terminaient par la même vérité reprise et partagée, commentée, aimée, republiée. Un titre disait « La serveuse détruit le toast du marié avec une vérité brutale ». Une autre, sa fille met fin au mariage avec une seule phrase. Ce n'était plus juste un clip. C'était un mouvement, un miroir, un règlement de compte pour tous ceux qui avaient été discrètement effacés et forcés de sourire à travers cela. Les sections de commentaires étaient remplies d'étrangers qui comprenaient, de gens qui s'étaient assis au fond d'une pièce pendant que d'autres réécrivaient leur histoire, de gens qui avaient été qualifiés de brisés simplement parce qu'ils portaient encore le poids de leur propre guérison. Je me suis assis sur le canapé, les premiers rayons du soleil saignant à travers les rideaux. Nova est entrée avec 2 tasses de café, une pour elle et une pour moi. Elle était toujours dans son sweat à capuche et ses chaussettes, ses cheveux attachés paresseusement, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Tu l'as vu » a-t-elle demandé en me tendant la boue. J'ai hoché la tête, j'ai juste commencé à les parcourir. Elle s'est effondrée à côté de moi et a bu une longue gorgée. Je ne savais pas que quelqu'un enregistrait. J'ai souri, tu n'en avais pas besoin. La vérité s'est enregistrée. Nova m'a regardé, son expression illisible pendant une seconde. Es-tu fou? Fou, ai-je répété pour l'avoir dit, pour l'avoir fait comme ça. Je me suis penché en arrière dans les coussins, le poids de tout toujours non, je suis abasourdi, un peu secoué, mais en colère. Non, tu as dit la chose que je n'ai jamais eu le courage de dire. Pas à elle, pas à eux, peut-être même pas à moi-même. Tu as élevé une lionne. Un autre message d'un ancien collègue disait simplement « J'en avais besoin aujourd'hui. Merci d'être père, même quand ce n'était pas facile. » C'était surréaliste. J'avais vécu des années en silence, porteur tranquillement le chagrin parce que ça n'avait pas l'air bien sur les photos, porter la honte. Je n'ai pas demandé et maintenant. Maintenant, les gens appelaient cela du courage. Mais ce n'était pas le mien, pas vraiment. C'était Nova. C'était la voix d'une fille qui avait grandi en regardant tout et qui avait finalement décidé qu'elle en avait fini. Faisant semblant que je ne pensais pas que ça deviendrait viral, elle a marmonné, c'est parce que tu n'essayais pas de devenir viral. J'ai dit, vous étiez juste réel et les gens meurent de faim pour de vrai. Elle baissa les yeux sur sa tasse.
Puis de retour à l'écran, les gens commentaient dans toutes les langues, des femmes disaient des choses comme « j'aurais aimé que mon père reste ». Des hommes disent « voilà à quoi ressemble la force ». Un commentaire m'a marqué plus que les autres. C'était simple. On y lisait « il n'a pas élevé la voix ». Et d'une manière ou d'une autre, cela en disait plus. J'ai pensé à ça, à tous les moments où j'avais tenu ma langue, aux nuits où je ne répondais pas aux pics de Camille, aux fois où je me présentais seul aux conférences parents-prof sans faire de scandale, à la façon dont je me reculais pour que Nova puisse construire sa propre relation avec sa mère. Même si cela me coûtait quelque chose. Était-ce de la faiblesse, peut-être? Mais maintenant, c'était peut-être aussi sa propre force. Nova a remonté ses jambes sur le canapé et a appuyé sa tête sur mon épaule. Je pense que je vais continuer à parler. Dit-elle doucement, pas pour le drame, mais pour les gens comme nous à qui on dit de s'asseoir et de se taire. J'ai avalé difficilement, soudain plus ému que ce à quoi je m'attendais. Mais tu devrais vraiment acquiescer elle. Il y a un groupe de soutien à l'école pour les enfants avec des foyers compliqués. Je pense que je vais demander si je peux partager quelque chose la semaine prochaine. Ce serait bien, murmurai-je. Ils auront de la chance d'avoir ta voix. Elle attrapa la télécommande et alluma la télévision, sans rien regarder, juste pour le doux bruit de fond. Je l'ai regardée, cette jeune femme que j'ai aidée à élever à main nue et avec des chevaliers brisés, entrant maintenant dans le monde avec une clarté que je n'avais jamais eue à son âge. On frappa à la porte. Je me levai et l'ouvris avec précaution. Oncle Harris se tenait là, tenant un téléphone avec un sourire sur le visage. « Mais tu as déjà vu ça. »« Nous sommes dedans, dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. »« Plus que dedans, répondit-il en s'enfonçant dans le fauteuil. »« Tu es devenu le héros discret des pères divorcés partout. » Reddit a un fil de discussion qui t'appelle l'homme qui s'est levé sans se lever. Nova a ri. Je me suis rassis. Je n'ai rien fait. Il m'a regardé exactement et c'est ce qui m'a frappé. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email d'un animateur de podcast local me demandant si je venais parler de paternité, de résilience et de l'histoire derrière ce moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas sûr de vouloir être sous les projecteurs, mais Nova, j'ai jeté un coup d'œil au message et j'ai dit, il est peut-être temps que le monde entende plus de papa comme toi. Je n'ai pas encore répondu à l'email, j'ai juste laissé les mots pénétrer parce que quelque chose n'avait pas changé, je n'avais pas crié, je n'avais pas essayé de réparer le récit, mais quelqu'un d'autre avait parlé. Quelqu'un dont j'avais aidé à faire entendre la voix même dans mes années les plus calmes et maintenant le monde écoutait dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué quelque chose à Nova, quelque chose qui s'épanouissait. Ce n'était ni bruyant ni dramatique, ce n'était pas le genre de transformation qui criait, c'était subtil, doucement provoquant. Elle était un peu plus grande. Elle a parlé un peu plus clairement. Ses yeux rencontrèrent le monde avec moins d'hésitation, comme si elle avait enfin réalisé qu'elle n'avait pas besoin de reculer pour mettre les autres à l'aise. Tout a commencé avec le discours à l'école. Je n'ai pas demandé à venir. Elle m'en a parlé un soir après le dîner, en faisant la vaisselle. Sa voix était décontractée, comme si ce n'était pas grave, mais je pouvais dire qu'elle s'entraînait mentalement depuis des jours. Elle a déclaré qu'un conseiller l'avait invitée à prendre la parole lors d'une séance de groupe de jeunes pour les enfants issus de foyers fracturés. Elle n'a même pas hésité quand elle a dit oui. Je pense qu'ils ont besoin de l'entendre, dit-elle en rinçant une assiette et en la glissant sur la grille. Et qu'est-ce que ça fait de grandir en ayant le sentiment que quelqu'un s'en est allé et d'apprendre cela ne vous brise pas. J'ai séché le plat avec une serviette et j'ai hoché la tête, mon cœur se serrant dans ma gorge. Mais tu es nerveux. Elle haussa un peu les épaules, mais je pense que je veux le dire à voix haute, pour de vrai, sans laisser tomber le micro, sans caméra. Le jour venu, je l'ai déposée devant le centre communautaire. Elle portait un jean et un sweat à capuche bleu marine, rien de tape à accent grave-l'œil. Elle n'essayait d'impressionner personne, elle voulait juste être entendue. En sortant de la voiture, elle s'est retournée et a dit « N'attendez pas, il pourrait me demander de rester et de parler après. » J'ai hoché la tête, « Prenez votre temps, soyez vous-même. » Elle sourit et ferma la porte, se dirigeant vers l'entrée comme si sa place était là, et elle le fit. Ce soir-là, je me suis assis seul sur le porche en sirotant du thé au lieu de mon bourbon habituel. C'était calme, le genre de calme qu'on n'obtient pas quand on porte trop de poids. Je ne ressentais plus ça, pas comme avant. J'ai regardé les étoiles et j'ai pensé au chemin parcouru, au nombre de nuits où je suis resté éveillé en me demandant si je le faisais bien, si j'en avais assez. Et maintenant elle était là, debout dans les pièces et disant la vérité à haute voix,
parce que je restais là alors que tout en moi voulait disparaître. Quand Nova est rentrée à la maison, il était plus de 9 heures. Elle a laissé tomber son sac à dos par terre et est entrée dans la cuisine en attrapant un verre d'eau comme si c'était n'importe quel autre soir. Comment ça s'est passé ? Ai-je demandé depuis le couloir. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle s'est approchée de moi, s'est appuyée contre le mur et a finalement dit « Ils ont pleuré ». J'ai cligné des yeux. Tous. Elle hocha la tête. Certains d'entre eux. Un enfant est venu après et m'a demandé si je pouvais revenir la semaine prochaine. Il a dit, ils n'ont jamais entendu personne dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est parti que c'est toi le problème. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Ce n'était pas de la fierté, pas du genre habituel. C'était quelque chose de plus profond, la gratitude, l'humilité, la prise de conscience que même si j'avais échoué de 1000 manières, j'avais bien fait les choses. J'avais aidé à élever quelqu'un qui disait la vérité, quelqu'un qui ne bronchait pas face à la douleur. Tu reviens la semaine prochaine, j'ai demandé. Elle a souri s'il m'avait. Les semaines suivantes se passèrent ainsi. Tous les mercredis, Nova se rendait au groupe de soutien. Elle ne se contentait pas de parler, elle écoutait, elle prenait des notes, elle aidait à s'organiser, elle faisait des dépliants. Ce n'était pas performatif, elle n'essayait pas de redevenir virale. Elle avait trouvé une partie d'elle-même dans cette pièce et maintenant elle aidait les autres à trouver la leur aussi. Un après-midi, je l'ai entendue dans sa chambre en train de répéter un nouveau discours. Sa porte était entr'ouverte et je me suis arrêté dans le couloir quand j'ai entendu sa voix, pas forte, pas répétée, juste elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'en va que vous étiez le problème. Parfois, il ne pouvait tout simplement pas transporter ce que vous teniez, et ce n'est pas de votre faute. Je n'ai jamais eu le souffle coupé. Elle l'a dit comme si elle disait à une version plus jeune d'elle-même ce qu'elle avait besoin d'entendre, et peut-être qu'elle l'était. Je n'ai pas interrompu. Je suis juste resté là, imprégné du son de sa guérison. Plus tard dans la nuit, nous nous sommes assis ensemble sur le canapé pour regarder une émission de cuisine au hasard, aucun de nous n'y prêtant vraiment attention. Nova a fait défiler son téléphone, s'arrêtant une fois pour me montrer un message qu'une fille lui avait envoyé. « Ta vidéo m'a donné le courage d'appeler mon père. » Nous n'avions pas parlé depuis 5 ans. Nova leva les yeux. « N'est-ce pas fou ? » Non, j'ai dit, c'est puissant. Elle s'appuya contre moi, la tête sur mon épaule, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. J'ai enroulé mon bras autour d'elle, non pas parce qu'elle en avait besoin mais parce que je l'avais besoin. « Tu penses qu'elle s'excusera un jour ?» me demanda soudain Nova. Je n'avais pas besoin de lui demander qui elle avait rencontré. Je ne sais pas. Je l'ai dit honnêtement, mais ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre. Nous avons notre propre paix maintenant. Elle hocha la tête et c'était vrai. Camille pourrait rester silencieuse pour le reste de sa vie et cela ne détruirait rien. Nous n'avions pas besoin d'excuses pour valider les années que j'ai passées à supporter le poids de cette maison avec du ruban adhésif et des prières chuchotées. Nous n'avions pas besoin qu'elle admette qu'elle avait tort de savoir que nous avions raison de savoir que nous avions survécu à tout cela. Sans elle, Nova était devenue tout ce dont je rêvais pour elle, pas à cause de moi, mais peut-être parce que je lui ai laissé la possibilité de trouver sa voie, peut-être parce que je ne lui ai jamais demandé de porter le silence dans lequel je vivais. Et non, elle utilisait cette voix pour briser les schémas générationnels. Je n'avais même jamais trouvé les mots, car je lui ai jeté un coup d'œil et elle a souri, fatiguée, douce mais fière, et c'est à ce moment-là que je me suis finalement laissé croire que nous n'étions plus seulement en train de survivre. Nous grandissions ensemble. Camille n'a jamais appelé. Pas d'excuses, pas de SMS, pas de mail, pas même un commentaire sous l'une des vidéos virales, pas de message de statut énigmatique, pas une tentative sans enthousiasme de récupérer le récit. Elle a simplement disparu dans le silence, et ce silence parlait plus fort que n'importe quelle excuse ne le pourrait jamais. J'ai entendu dire par quelqu'un d'autre, un de ses amis éloignés, ou peut-être un de ses cousins qui suivait Nova sur les réseaux sociaux, qu'elle avait quitté la maison de Julien moins d'un mois après le mariage, qu'elle l'ait fait par honte, par embarras ou parce que son histoire parfaite était irréparable. Je ne le savais pas et honnêtement, je m'en fichais. J'avais arrêté d'attendre. Il fut un temps, il y a des années, où je vérifiais mon téléphone dans l'espoir de voir son nom, une époque où je répétais les choses que je dirais si jamais elle me contactait. J'écrivais des emails et je les supprimais, je me demandais si j'avais eu trop froid, trop fatigué, trop brisé. Quand elle est partie, je pensais, peut-être, juste peut-être, j'étais la raison pour laquelle elle a arrêté d'essayer. Mais maintenant, je n'avais plus besoin d'elle pour conclure.
Je l'ai eu de la seule personne qui comptait, Nova. Cela est venu en sa présence, dans son refus de modifier la vérité pour le confort de qui que ce soit, dans la façon dont elle se rendait chaque semaine dans son groupe de bénévoles, les épaules en arrière et la voix ferme. Ça s'est aussi manifesté dans les petites choses, elle m'a envoyé un texto juste pour me dire qu'elle m'aimait. Elle laisse des notes autocollantes sur le réfrigérateur avec des rappels comme « Tu vas bien, papa ». Elle propose de cuisiner le soir. Elle savait que j'étais épuisé. Le monde l'a qualifiée de courageuse, il m'appelait forte, mais je pense que nous étions juste fatigués de nous taire. Et finalement, enfin, nous avons appris à laisser parler cette fatigue. J'ai recommencé à écrire, pas de fiction, pas comme je le faisais lorsque Camille et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. À l'époque, j'écrivais des histoires d'amour, des personnages qui se retrouvaient dans des endroits impossibles et qui finissaient toujours par dire les bonnes choses. Je ne pouvais plus écrire comme ça. La vie m'avait appris à quel point ces fins étaient rares. Maintenant, j'écris sur le chagrin, sur celui qui n'accompagne pas les funérailles ou les costumes noirs. Le genre de choses qui arrivent quand quelqu'un que vous aimez décide que vous n'êtes pas assez et que vous vous réveillez quand même le lendemain avec des factures à payer et un enfant qui a besoin de petit déjeuner. Le chagrin qui persiste dans les couloirs après leur départ et le fait que la maison semble trop grande la nuit et le bruit d'une porte qui ne s'ouvre plus. J'ai aussi écrit sur l'amour, mais pas sur le genre de feux d'artifice et de roses. Le genre qui ressemble à rester éveillé pour terminer des projets scientifiques avec 2 heures de sommeil. Le genre qui ne part pas quand c'est dur. Le genre qui reste silencieux parce que les mots pourraient briser le peu qui reste. Mais le présent compte quand même pour quelque chose. J'ai publié mon premier article sur un petit blog. Il s'intitulait « Les hommes qui restent ». Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être quelques lecteurs, peut-être un commentaire ou deux, mais cela a pris feu, pas comme la vidéo de Nova, pas virale dans le même sens, mais de vrais et authentiques pères sont venus de partout, des hommes qui avaient été laissés pour compte, qui avaient élevé leur fille seule, qui avaient été décrits comme amers ou brisés alors qu'ils n'étaient que là. Les femmes aussi, épouses, filles, sœurs, disant « Merci d'avoir écrit ce que personne d'autre ne dit ». Un homme m'a envoyé un email et m'a dit « Vous avez donné une voix à la douleur exacte que je n'ai jamais su nommer ». J'ai lu ce message 3 fois parce que pendant si longtemps j'ai pensé que j'étais le seul coincé entre le chagrin et le devoir. Il s'est avéré que nous étions des milliers, voire des millions, à porter tranquillement le poids des sorties des autres. Je l'ai trouvé à travers Nova, dans la façon dont elle a réservé de l'espace pour mon histoire, dans la manière dont elle a transformé la douleur en quelque chose de généreux, enveloppé d'amour que je n'ai jamais eu à mendier, et chaque fois qu'elle se tenait dans une pièce et parlait, chaque fois qu'elle partageait sa vérité avec des enfants qui pensaient qu'ils étaient seuls, elle me rappelait que je n'avais pas échoué un samedi où j'étais assis dans le salon, une pile de contenants à emporter sur la table basse. Pour une de ces séances de bénévolat. J'étais en train d'éditer mon 2e essai. Quand rester tranquille devient survie. Elle a levé les yeux et a demandé « Vous avez déjà pensé à publier un livre ?» J'ai ri doucement. Je ne sais même pas par où commencer. Vous avez déjà commencé. Elle a dit « Ces histoires que vous écrivez, elles comptent. Vous devriez laisser plus de gens les lire. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé pendant un moment. La façon dont ses sourcils se fronçaient lorsqu'elle se concentrait, la façon dont elle mâchait toujours le bout de son stylo comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. Elle était le miroir de tous les efforts que j'avais jamais déployés en elle, de tout l'amour. J'avais peur que ce ne soit pas suffisant. Peut-être que je le ferai, ai-je finalement dit, pas pour de l'argent, pas pour attirer l'attention, juste pour mettre au monde quelque chose qui fasse que les gens se sentent un peu moins seuls. Elle a souri. Alors ça aura de l'importance. Ce soir-là, j'ai ouvert un document vierge et je l'ai intitulé « Lettre au père resté ». C'était pour les hommes qui n'ont jamais obtenu le mérite, pour ceux qui n'arrêtaient pas de se présenter, pour ceux qui n'élevaient pas la voix mais élevaient leurs enfants. Et en tapant les premiers mots, je n'ai pas pensé à Camille. Je n'ai pas pensé à Julien, ni au mariage, ni au silence qu'elle a laissé derrière elle. J'ai pensé au son de la voix de Nova qui résonnait sur ce sol en marbre. Je suis sa fille et j'ai quelque chose à dire. Et j'ai réalisé qu'elle ne se contentait pas de me défendre, elle me poursuivait. La première fois que nous avons organisé le cercle de guérison, je n'étais pas sûr que quelqu'un viendrait. Nous avons imprimé quelques dépliants et les avons affichés dans le centre communautaire. Nova a créé un graphique simple qui disait « Voix non muette, un espace sûr pour les pères qui sont restés ». Nous n'avions pas de sponsor, de haut-parleur ou d'agenda soigné, juste une chambre louée,
2 boîtes de mouchoirs, des chaises pliantes et un pot de café noir qui avait le goût d'avoir été préparé depuis 1994. Mais ils sont venus, pas en masse, pas avec des équipes de tournage ou des applaudissements, juste tranquillement, comme je l'avais fait il y a des années quand je ne savais pas où aller avec le poids que je portais. Le premier homme est arrivé 15 minutes plus tôt. Il avait la quarantaine, portait une casquette de baseball, tenant un dossier avec des documents judiciaires qu'il n'avait jamais eu l'intention de lire à haute voix. Le deuxième était un jeune homme, peut-être 25 ans, qui n'était même pas marié mais qui avait élevé sa petite sœur depuis que leur mère avait fait une overdose. Parce que le silence au bout d'un moment commence à vous étouffer, Nova a ouvert le cercle avec une phrase simple, « Nous ne sommes pas là pour vous soigner, nous sommes là pour vous entendre. » C'était ça. Et pourtant, quelque chose s'est ouvert dans la pièce, a pleuré doucement le premier homme, sa voix se brisant alors qu'il expliquait comment il avait dormi dans son camion pendant 6 mois juste pour rester près de l'école de son enfant. Après le divorce, le plus jeune a admis qu'il ne savait pas s'il faisait quelque chose de bien, mais qu'il en avait assez de prétendre qu'il s'en fichait. Un autre père a déclaré qu'il n'avait pas parlé à haute voix du jour où sa fille avait choisi de ne pas l'inviter à son mariage. Jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas interrompu, nous ne nous sommes pas précipités. J'ai partagé aussi. Je leur ai parlé du mariage, pas sous forme de vidéo virale, pas dans la version raffinée, juste la vérité sur la façon dont j'avais été effacé si complètement que cela commençait à paraître normal. Sur la façon dont ma fille s'est levée et m'a rendu mon nom sans jamais demander la permission. Sur le fait que, pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir convaincre qui que ce soit. Je comptais. L'un des hommes a demandé, « Comment avez-vous survécu ?» J'ai regardé Nova à travers le cercle. Elle était assise au fond et laissait les pères parler. Ses bras croisés et ses yeux doux mais alertes. Elle ne dirigeait pas le groupe, elle l'ancrait simplement en étant là. Je ne m'en suis pas sorti seul. J'ai dit qu'elle était restée. Il y eut ensuite un long silence, du genre qui vaut plus que des mots. Quelques hommes hochèrent la tête, l'un d'eux renifla et baissa les yeux vers le sol. Nous avons ensuite tenu cette réunion tous les mois. Parfois plus d'hommes se présentaient, parfois moins, parfois c'était juste moi et un autre gars et nous parlions pendant 1 heure et buvions du mauvais café sans rien dire de révolutionnaire. Mais c'était quand même important parce qu'à chaque fois nous nous présentions pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Nous n'en avons pas parlé, nous n'avions pas besoin d'attention. Ce n'était pas une question de like ou de vue. Il s'agissait de laisser les pères pleurer sans honte, de laisser les hommes dire « Elle est partie et je suis resté, et je ne sais plus ce que ça fait de moi. » De créer un espace où rester ne signifie pas silence. Nova l'a appelé Voices Unmuted, parce qu'elle disait que c'était ce que j'étais devenu, une voix dont elle n'avait jamais réalisé qu'elle manquait au monde jusqu'à ce qu'elle l'entende. Notre histoire n'est pas propre. Ce n'est pas fait pour la télé. Il n'y a pas de réconciliation romantique, pas de retrouvailles de contes de fées. Camille n'est jamais revenue pour s'excuser. Julien n'a jamais tendu la main. Les gens qui ont applaudi lors du toast de mariage n'ont jamais écrit pour dire qu'ils avaient tort, et c'est peut-être là le problème. La vie ne le sait pas, il faut des fins, mais ce que nous avons obtenu était réel. Nous avons une maison construite sur les cicatrices et la survie, pas sur le vernis. Nous avions des matins où Nova passait devant mon bureau et disait « Continuez à écrire ». Nous avions des soirées où elle parlait de l'école, des garçons et de la pression d'être la fille de la vidéo et je lui rappelais qu'elle n'avait pas à répondre aux attentes des autres. Un soir, bien après que le buzz du mariage se soit dissipé, nous nous sommes assis sur le porche avec des tasses de thé, l'air était frais, le ciel propre et plein d'étoiles. Elle m'a regardé et m'a demandé, « Pensez-vous que les gens changent vraiment ?» J'y ai pensé, à Camille, à moi. Je pense que les gens sont révélés. J'ai dit, et parfois ça suffit. Elle hocha lentement la tête. Tu penses qu'elle le regrette un jour? Je pense qu'elle regrette d'avoir été vue. J'ai dit, mais je ne sais pas si c'est la même chose que du regret. Nova n'a pas répondu, mais je pouvais dire qu'elle avait compris et c'est peut-être le dernier chapitre, pas les excuses qui ne sont jamais venues, mais la paix qui est arrivée quand même, parce que parfois la meilleure histoire d'amour n'est pas celle de celui qui marche dans l'allée. Parfois, il s'agit de celui qui se tenait dans l'ombre, calme, stable, élevant un enfant avec rien d'autre que de la persévérance et une prière silencieuse murmurée sur un poil fissuré. Il s'agit de l'homme qui est resté quand on lui a dit qu'il n'avait pas d'importance, celui qui a choisi la dignité plutôt que la vengeance. Celui qui s'asseyait seul lors des réunions parents-enseignants, qui découpait des coupons, qui se levait à 17h pour préparer son déjeuner tout en retenant ses larmes. Il s'agit de la fille qui a vu tout cela et a décidé qu'elle ne le laisserait pas disparaître.
Et quand elle s'est levée ce jour-là et a dit « Je suis sa fille et j'ai quelque chose à dire », elle ne s'est pas contentée de me défendre, elle a réécrit notre histoire. Maintenant, nous vivons dans une maison remplie de musique, de rire et parfois de silence, mais pas de ceux qui font mal, de ceux qui guérissent. Nous parlons, nous écrivons, nous nous présentons, et quand quelqu'un de nouveau entre dans une voix non sourde, avec les épaules affaissées et la voix hésitante, je souris simplement et dis « Tu n'es pas seul ici, parce que je sais maintenant, la vérité ne te libère pas seulement, elle te ramène à la maison. »